En 1964, Mel Brooks était fauché, fatigué et prêt à abandonner le cinéma. Il venait d'endurer un échec humiliant, les 12 chaises, et avec un nouveau-né à la maison, il était désespéré de trouver du travail. Puis vint une offre qui ressemblait plus à un piège qu'à une bouée de sauvetage. Un scénario sur un shérif noir dans une ville de western entièrement blanche, un projet que tous les autres réalisateurs avaient abandonné. Ce que Brooks en a fait allait non seulement sauver sa carrière, mais aussi déclencher l'une des productions les plus controversées et chaotiques de l'histoire d'Hollywood. Derrière les rires, il y a eu des désastres, des trahisons, des poursuites judiciaires et des tragédies qui planent encore sur l'héritage du film. Un scénario trop dangereux à toucher. L'idée qui est devenue le shérif est en prison n'a pas commencé avec Mel Brooks. Elle a débuté en 1971 avec un écrivain de 26 ans nommé Andrew Bergman. Il avait écrit une nouvelle intitulée Tex X, une satire sur un shérif noir nommé d'après Malcolm X. L'objectif de Bergman n'était pas subtil. Il voulait démolir les mythes blanchis à la chaux des westerns hollywoodiens en plaçant un homme noir au centre du pouvoir dans le Far West. Warner Brothers a acheté le scénario, mais personne ne savait quoi en faire. Initialement, Alan Arkin était pressenti pour réaliser le film avec James Earl Jones, pressenti pour le rôle principal. À cette époque, Jones était à des années d'être la voix de Darth Vader, mais déjà connu pour sa profondeur et son sérieux. Pourtant, le projet s'est effondré. Les dirigeants étaient terrifiés par le contenu racial, le dialogue brutal et la façon dont ils se moquaient des traditions sacrées d'Hollywood. Le scénario a été mis de côté, trop audacieux et trop dangereux pour le confort des studios du début des années 1970. En 1972, le poste a été offert à Mel Brooks. Il ne l'a pas accepté par confiance. Il a admis plus tard qu'il l'avait accepté par désespoir. Il n'avait pas d'argent, pas de voiture et un bébé en route avec l'actrice Anne Braftoft. Pourtant, il n'a pas édulcoré l'idée de Bergman. Au lieu de cela, il a recruté d'autres voix. Norman Steinberg, Alan Hugger et Richard Pryor pour transformer le projet déjà choquant en quelque chose d'encore plus indiscipliné. Leur première version a gonflé à 412 pages, près de 8 heures de film. Ce qui a survécu est encore long, bruyant et totalement intrépide. Brooke a donné le ton avec un panneau dans la salle d'écriture. Veuillez ne pas écrire un scénario poli, et les écrivains ont obéi. Les blagues sur les juifs venaient d'abord. Les blagues sur les noirs venaient des écrivains juifs. Personne n'était resté dans son couloir. Le processus était une guerre de cris, de séances de nuit et de plats à emporter chinois. Le résultat a été un film différent de tout ce que l'industrie avait jamais vu, mais le chaos de l'écriture n'était rien comparé au chaos du casting, où une série de désastres a failli couler la production avant même que les caméras ne tournent. Les cauchemars et les tragédies du casting. Le premier choix de Mel Brooks pour le rôle du shérif Bart était Richard Pryor. Il avait contribué à façonner le scénario et avait poussé Brooks à conserver son langage cru, mais Warner Brothers a refusé. Pryor avait été arrêté pour des accusations de drogue, et le studio l'a déclaré non assurable. Brooks a envisagé de s'en aller, furieux de l'ingérence, mais Pryor lui-même l'a convaincu de rester. Calmement, il a dit à Brooks « Nous trouverons le bon gars. Continue. » Ce bon gars est devenu Cleven Little, un acteur charismatique et doux qui a donné au rôle à la fois dignité et humour sournois. L'absence de Pryor persiste cependant. 2 ans plus tard, Pryor et Jane Wilder deviendront un duo comique emblématique, laissant les fans se demander à quoi le shérif est en prison aurait pu ressembler si le studio avait pris le risque. Si le casting du shérif était difficile, trouver le Waco Kid était presque catastrophique. Brooks voulait John Wayne. Le duc a lu le scénario et a admis qu'il avait ri jusqu'à en avoir mal, mais a dit que c'était trop sale pour son image. Wayne a promis qu'il serait le premier dans la file d'attente au cinéma, mais a refusé le rôle. Brooks a ensuite courtisé Dan Daly, une star de la comédie musicale qui pouvait monter à cheval avec aisance, mais la vue de Daly baissait et il était presque aveugle. Il s'est retiré. Finalement, Brooks a choisi Gig Young, lauréat d'un Oscar. Mais Young était alcoolique et le tout premier jour sur le plateau a révélé le danger.
Pendant le tournage de la scène de la cellule de prison, il a commencé à trembler de façon incontrôlable et a vomi de la bile verte. Brooks pensait que c'était du jeu d'acteur jusqu'à ce que l'équipe réalise que c'était un sevrage. Young a été transporté d'urgence à l'hôpital et n'est jamais revenu. Il a ensuite poursuivi Warner Brothers pour rupture de contrat, ajoutant une amère bataille juridique à la tourmente. La tournure la plus sombre est survenue des années plus tard. En 1978, Young a assassiné sa femme, puis s'est suicidé. Son passage bref et désastreux dans Le Shérif est en prison est devenu une note de bas de page glaçante dans la tragédie hollywoodienne. Désespéré, Brooks a appelé Gene Wilder. Wilder avait refusé le rôle du méchant plus tôt, mais lorsqu'il a essayé le costume de Waco Kid, il lui allait parfaitement. Son énergie calme et décalée a sauvé la production. Aux côtés de Cleveland Little, Jotel Latier, Wilder a créé une chimie qui a ancré le film. De la catastrophe, le film a trébuché dans la brillance, la panique du studio et le sauvetage du public. Lorsque Le Shérif est en prison a finalement été terminé, la première projection chez Warner Brothers a été un désastre. Les dirigeants sont restés aussi impassibles face aux blagues de Pets, aux insultes raciales et à la vue d'un homme frappant un cheval. Personne n'a ri. Au lieu d'applaudissements, Mel Brooks a été accueilli avec indignation. Leo Greenfield, le chef de la distribution du studio, a déclaré sans détour que le film devait être enterré et considéré comme une perte financière. D'autres dirigeants s'étaient d'accord, remettant à Brooks une liste de coupes qui auraient ruiné le film, supprimé la scène du feu de camp, adouci le langage racial, supprimé la violence. Brooks a écouté poliment, a pris la liste, a quitté la pièce, puis l'a froissé en boule. Il n'allait rien changer. Sachant que le film ne tenait qu'à un fil, Brooks a parié sur une deuxième projection. Cette fois, il n'a invité aucun dirigeant. Au lieu de cela, le public était composé de secrétaires, de concierges et d'employés de la salle de courrier. Dès les premières minutes, la salle a explosé de rire. Les gens se pliaient en deux, suffoquaient, tombaient même de leurs chaises. Norman Steinberg, l'un des co-scénaristes, a déclaré que les gens se roulaient littéralement par terre. Regardant le chaos se dérouler, Brooks s'est murmuré « C'est notre film ». Les dirigeants ont été obligés de reconsidérer. Ils ne pouvaient pas ignorer la réponse tonitruante des gens ordinaires. Mais toujours nerveux, Warner Brothers a couvert ses paris. En février 1974, le studio a sorti le film dans seulement 3 villes, New York, Los Angeles et Chicago. Pas de publicité, pas d'avant-première plénière pour les critiques, juste un test discret. À leur choc, les cinémas étaient inondés. Le public hurlait de rire et le bouche à oreille s'est répandu comme une traînée de poudre. Au printemps, le film était diffusé dans tout le pays. Même les cinémas de banlieue, où Warner Brothers s'attendait au silence, affichaient complet soir après soir. Les critiques étaient divisées. Certains l'ont qualifié de vulgaire, d'autres de brillant. Mais le public s'en fichait. À la fin de 1974, Le Shérif est en prison, avait rapporté 119,6 millions de dollars contre un budget de seulement 2,6 millions de dollars, ce qui en fait le film numéro 1 de l'année. On estime que 63 millions de personnes l'ont vu au cinéma, plus que la plupart des films du Seigneur des Anneaux des décennies plus tard. Ajusté à l'inflation, son box-office approchait les 600 millions de dollars. Ce que les dirigeants voulaient tuer était devenu un phénomène. Messages cachés, poursuites judiciaires et blagues à plusieurs niveaux. En apparence, Le Shérif est en prison ressemblait à un chaos pur, des gags visuels, de l'humour cru et une moquerie incessante des clichés occidentaux. Mais même les plus petits détails portaient un sens caché. Le gouverneur William J. Letohan, joué par Brooks lui-même, semblait être un nom absurde. En réalité, c'était un clin d'œil à Joseph Puol, un artiste français du XIXe siècle, connu sous le nom de Lettoman, le maniaque des pets. Pougeot est devenu célèbre pour avoir contrôlé ses flatulences sur scène, gagnant autrefois plus que les actrices les plus célèbres de France. En empruntant son nom, Brooks ne faisait pas que plaisanter. Il rendait hommage à une légende oubliée de la comédie corporelle. Brooks a également ajouté des touches personnelles que les fans manquent souvent. Il a fourni des voix hors écran tout au long du film. Les chanteurs derrière le numéro de cabaret de Malin Khan,
le chahuteur dans le combat culminant, même les lignes de fond qui semblent aléatoires. Il a rempli la bande originale de versions cachées de lui-même, comme pour souligner que le film était son terrain de jeu chaotique. Et dans un caméo surréaliste, sa femme Anne Braftoft est apparue discrètement en tant que paroissienne. Pas de crédit, pas de projecteur, juste un signe de soutien privé. Mais tout le monde n'a pas ri. L'actrice Eddie Lamar a poursuivi Warner Brothers pour 10 millions de dollars après avoir appris que le méchant d'Harvey Korman s'appelait Hedley Lamar. Brooks s'est même moqué du procès dans le scénario avec la ligne « Nous sommes en 1874, vous pourrez la poursuivre ». Finalement, l'affaire a été réglée à l'amiable, mais cela a montré jusqu'où l'irrévérence du film pouvait atteindre. La production a également été hantée par des tournants plus sombres. Gig Young, brièvement choisi comme Waco Kid avant d'être hospitalisé le premier jour, a ensuite sombré dans la tragédie. En 1978, il a assassiné sa femme, puis s'est suicidé, laissant son court passage dans Le shérif est en prison comme une note de bas de page troublante dans son histoire. Même dans la comédie, les ombres d'Hollywood ne pouvaient pas être ignorées. Malgré tout, Brooks a insisté sur le fait qu'aucun sujet n'était tabou. Les scénaristes se moquaient des Juifs, se moquaient des Noirs, se moquaient d'Hollywood, se moquaient d'eux-mêmes. Le film a brisé le genre, a brisé les chronologies. Avec l'orchestre de jazz des années 1930, du comte Basie apparaissant soudainement dans les années 1870 et a abattu le mur entre le public et l'écran dans sa bagarre finale. Chaque règle était censée être brisée, et les risques ont presque brisé les gens qui le faisaient. Le spin-off oublié et le mythe de Black Bart. Pour Warner Brothers, le succès du shérif est en prison n'était pas la fin de l'histoire. En 1975, un an seulement d'après la sortie du film, CBS a diffusé un pilote d'une demi-heure intitulé Black Bart. Le projet n'avait rien à voir avec Mel Brooks. Au lieu de cela, les écrivains Michael Elias et Frank Shaw ont été embauchés pour adapter le film à la télévision. Louis Gossett Jr. jouait Bart, maintenant installé à Paris, en Arizona, où son autorité en tant que shérif noir se heurtait une fois de plus au racisme d'une ville frontalière poussiéreuse. Les rôles secondaires faisaient écho aux personnages du film. Reb Jordan, joué par Steve Landesbourg, était clairement inspiré du Waco Kid de Gene Wilder, mais l'esprit du film de Brooks était introuvable. Le défi était évident. Ce qui fonctionnait dans un long métrage classé R ne pourrait jamais survivre aux restrictions de la télévision. Les insultes raciales, les flatulences, l'humour choc qui avait fait rugir le public dans les cinémas avaient disparu. Gosset lui-même a admis des années plus tard que l'adaptation n'a pas duré trop longtemps, parce que tout le contenu drôle avait été supprimé. CBS semblait être d'accord. Ils ont diffusé le pilote une fois en avril 1975, l'ont présenté comme provenant des créateurs du Shérif Est en prison, puis l'ont discrètement mis de côté. Pendant des décennies, cela aurait dû être la fin. Mais une étrange rumeur s'est répandue en ligne selon laquelle Warner Brothers avait secrètement filmé des saisons entières de Black Bart juste pour conserver les droits de suite du shérif est en prison. La théorie suggérait que Gossi et d'autres étaient rappelés année après année pour tourner une poignée d'épisodes qui ne seraient jamais diffusés. Tout cela pour satisfaire une faille juridique. Les fans ont cité des citations supposées de Brooks et de Gossett comme preuve. L'histoire s'est répandue des vidéos YouTube au fil de discussions Reddit en passant par Wikipédia, transformant un pilote raté en une conspiration d'entreprise. La vérité était bien plus étrange. En 2015, le cinéaste new-yorkais John Sheehan a admis avoir inventé l'histoire comme une satire sur sa page Facebook, plaisantant sur les studios qui retenaient en otage la propriété intellectuelle. Son message a été copié et répété jusqu'à ce que même les bases de données de films le considèrent comme un fait. En 2020, Sheehan a précisé que c'était faux, mais le mythe s'était déjà enraciné. Black Bart était réel, mais seulement en tant qu'épisode unique, une note de bas de page du shérif est en prison. Sa légende gonflée n'était qu'une autre vie après la mort bizarre d'un film déjà construit sur le chaos,
l'héritage, la censure et la comédie qui ne pourrait pas être faite aujourd'hui. Au moment où la poussière est retombée, Le shérif est en prison était devenu le film le plus rentable de 1974 et l'une des comédies les plus importantes jamais réalisées. Pourtant, son héritage n'a jamais été simple. Les critiques ont continué à débattre s'il était novateur ou vulgaire, une satire du racisme ou une célébration des stéréotypes offensants. Ce que personne ne pouvait nier, c'était son influence. En 2000, l'American Film Institute l'a classé sixième sur sa liste des 100 films les plus drôles de tous les temps, devant Y a-t-il un pilote dans l'avion et MASH. En 2006, la Bibliothèque du Congrès l'a ajouté au registre national des films, garantissant ainsi sa préservation en tant qu'œuvre d'importance culturelle et historique. Mais l'histoire n'a pas apaisé la controverse. En 2024, lorsque HBO Max a diffusé le film en streaming, ils ont ajouté une introduction de 3 minutes de l'universitaire du cinéma J.K. Lynn Stewart. Elle a expliqué que les insultes racistes et les caricatures étaient destinées à se moquer des préjugés et non à les célébrer. L'avertissement était rare. Autant En emporte le vent a été le seul à recevoir le même traitement, et cela a relancé le débat. Certains téléspectateurs ont estimé que c'était un contexte nécessaire. D'autres ont soutenu que cela diluait la crudité qui avait rendu le film puissant au départ. Mel Brooks avait vu ce conflit venir des années plus tôt. En 2017, il a déclaré aux intervieweurs que le politiquement correct est la mort de la comédie. Il pensait que Le shérif est en prison ne pourrait jamais être fait aujourd'hui. Les studios le rejetteraient et le public exploserait d'indignation. Il ne plaidait pas pour la cruauté. Au lieu de cela, il a insisté sur le fait que la comédie devait risquer l'inconfort, pour exposer l'hypocrisie par le rire. Sans risque, a-t-il dit, l'art perd ses dents. Derrière les rires, cependant, le film portait des ombres. La fin tragique de Gig Young, les poursuites judiciaires intentées par des stars offensées, le spin-off abandonné de Black Bart, autant de rappels que même les œuvres les plus les plus drôles, naissent de la tourmente. Le shérif est en prison perdure non seulement parce qu'il était drôle, mais aussi parce qu'il a forcé les gens à faire face à leur malaise. Un demi-siècle plus tard, il le fait toujours. À moitié scandale, à moitié chef-d'œuvre, Le shérif est en prison reste l'une des histoires hollywoodiennes les plus étranges jamais racontées. Maintenant, la question vous appartient. Si le film était fait aujourd'hui, pensez-vous qu'il survivrait au contre-coup ou serait-il enterré avant même que le public ne le voie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si vous voulez plus d'histoires, sabir de l'arrière-plan.